L'équipage pilote un Boeing 737 à la pointe de la technologie. Volet à 15. Localizer actif, localizer intercepté. Mais au dernier moment, l'atterrissage vire à la catastrophe et le Boeing tombe comme une pierre. L'avion accidenté compte parmi les plus utilisés au monde. Près d'1,5 million de passagers voyagent à bord de 737 quotidiennement. Les enquêteurs doivent donc impérativement découvrir qui, de l'équipage ou de l'avion, a connu une défaillance. Au matin du 25 février 2009, le vol TK-1951 est le premier avion à s'écraser à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam depuis plus de 10 ans. Il s'est abattu sur le sol très violemment et très bruyamment. Le 737 est tombé dans un champ boueux au nord de la piste 18 droite. L'accident ayant eu lieu juste à côté de l'aéroport, les secours arrivent rapidement. La plupart des passagers ont survécu, mais beaucoup, grièvement blessés, sont aussitôt conduits vers les hôpitaux les plus proches. Les images du drame font rapidement le tour de la planète. Il faut dire que c'est le 3e accident en seulement 6 semaines et sa soudaineté ne fait qu'épaissir le mystère qui l'entoure. L'équivalent néerlandais du bureau d'enquête et d'analyse, qui ne tarde pas à arriver, ne va pas mener seul cette enquête. Comme l'avion est de fabrication américaine, le NTSB, le BEA américain, envoie à Amsterdam un de ses enquêteurs les plus expérimentés, Joseph Sedor. Quand un avion qui n'est pas immatriculé aux États-Unis s'écrase à l'étranger, comme celui de Turkish Airlines, les États-Unis restent quand même le pays où ont été conçus et construits la cellule, et dans ce cas les moteurs. Fuselage en 3 gros tronçons, réacteur en avant de l'épave. Le Boeing 737-800, un des avions les plus sophistiqués, a été conçu pour des distances plus longues et des altitudes plus élevées que les 737 des versions antérieures. Les 737 de nouvelle génération restent les meilleurs avions jamais construits. Ils sont équipés d'une aile améliorée, d'une avionique plus performante et de systèmes simplifiés réduisant la maintenance. L'appareil qui vient de s'écraser n'est rien moins que l'avion de ligne le plus vendu dans le monde. Découvrir la raison de cet accident est impératif. Plus de 5000 Boeing 737 transportant environ 1,5 million de passagers quotidiennement, il faut rapidement déterminer s'il souffre d'un défaut susceptible de provoquer un autre drame. Le vol TK-1951 assurait la liaison entre Istanbul en Turquie et Amsterdam aux Pays-Bas. Et il y avait ce matin-là 128 passagers à bord, dont 4 ingénieurs de Boeing. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Amsterdam-Schiphol. Veuillez redresser votre siège et la tablette devant vous. Dans le poste de pilotage, rien n'a indiqué le moindre problème. Le crash a fait 9 morts, dont 3 employés de l'avionneur et les hommes présents dans le poste de pilotage. On a des photos aériennes du site? Cet accident présente des similitudes inquiétantes avec celui du vol 38 de British Airways. Un an plus tôt, un 777 qui se posait à Heathrow avait subi une extinction de tous ses moteurs. L'appareil s'était écrasé juste avant la piste. Les pilotes avaient indiqué que les 2 réacteurs avaient cessé de fournir de la puissance juste avant l'atterrissage. Et au moment du drame de Schiphol, la raison de ce premier accident n'avait toujours pas été établie. Comme pour cette première affaire, les enquêteurs disposent de nombreux indices. L'avion et ses moteurs sont peu abîmés. Les enregistreurs de bord sont en bon état. Et il y a de nombreux survivants en mesure de décrire ce qui est arrivé.
D'après eux, l'atterrissage se déroulait normalement quand l'avion a brutalement chuté avant de percuter le sol. Mais l'indice le plus intéressant est peut-être l'allure de l'épave. Elle est relativement compacte, ce qui signifie que l'avion ne volait pas rapidement lors de l'impact. Vu la façon dont l'avion s'était écrasé, ça ressemblait à un problème d'atterrissage partiellement contrôlé. L'éparpillement des débris et les dépositions des passagers orientent les enquêteurs vers un premier suspect. Au départ, les réacteurs ont constitué un élément très important. Il n'y a aucune trace d'incendie sur le fuselage. Or, dans bien des accidents, le carburant s'enflamme lors de l'impact sur le sol. L'absence de sinistre soulève donc une question évidente. S'agit-il d'une panne sèche? Je me suis tout de suite demandé si cet avion avait du carburant. Autrement, comment un 737 pourrait-il tomber du ciel lors de l'approche? Mais l'emplacement et l'état des moteurs indiquent qu'il fonctionnait peut-être. On dirait qu'il tournait. On a regardé jusqu'où les moteurs avaient glissé. Notre première impression a été qu'ils fournissaient bien de la poussée au moment de l'impact, parce qu'ils étaient très avant du reste de l'épave. Mais ce n'était qu'une conclusion d'ordre très général. Seul l'enregistreur de paramètres indiquera quelle puissance il développait dans les secondes précédant le crash. Beaucoup de carburant. Une piste de moins. Rapidement, il s'avère que les réservoirs ne manquaient pas de kérosène. Le vol 1951 n'est donc pas tombé en panne sèche. D'après les passagers, l'avion aurait subi des turbulences dans les dernières secondes du vol. Les enquêteurs soupçonnent alors une micro-rafale, une colonne d'air qui descend d'un nuage d'orage assez violemment pour projeter au sol un avion volant à basse altitude. Si un avion traverse une micro-rafale à la vitesse d'approche, il tombe. Donc forcément, au départ, on s'est intéressé à ce phénomène. En 1985, un vol de Delta Airlines en avait été victime en atterrissant à Dallas, au Texas. L'avion avait heurté le sol juste avant la piste et 137 personnes avaient trouvé la mort. Les enquêteurs apprennent justement qu'il y avait de gros nuages au-dessus d'Amsterdam. Une violente bourrasque a donc très bien pu souffler. L'enregistreur de paramètres aura consigné la vitesse du vent à l'extérieur de l'avion. Et les enquêteurs devront analyser les données pour vérifier la thèse de la micro-rafale. En attendant, l'opération de sauvetage conduit à une découverte surprenante. Il y avait 3 pilotes dans le cockpit, ce qui est inhabituel puisqu'il n'y en a que 2 normalement. Pourquoi y en avait-il un 3e? Aucun de ces 3 hommes n'ayant survécu, il est d'autant plus urgent de récupérer les données de l'enregistreur phonique, l'appareil qui enregistre en boucle l'environnement acoustique du poste de pilotage. Les enregistreurs étaient facilement accessibles et en excellent état. Et la présence du 3e pilote s'explique aussitôt. Route d'arrivée standard. Visibilité 3500 mètres, pouvant se réduire à 2500 mètres. L'officier pilote de ligne Mourad Césaire, qui venait d'être embauché, découvrait les subtilités de l'atterrissage à Amsterdam. Dans les cartes Jepsen qu'on utilise pour arriver à Schiphol ou en partir, il y a 102 pages rien que sur cet aéroport où il y a des dizaines d'approches. La piste 18 droite a 3 voies de sortie rapide sur la gauche. Hassan Harissan avait en fait une double casquette. Il formait son OPL. Fait des petites corrections à mesure qu'on approche de la piste. Et il était commandant de bord. C'est parce qu'il faisait de la formation qu'il y avait un 3e homme. En tant que pilote de sécurité, Olga Yozgur devait garder un œil sur le déroulement du vol. Cet observateur s'assure que le commandant de bord et l'OPL, l'officier pilote de ligne, n'oublient rien lorsqu'ils sont dans une phase du vol consacrée à la formation. C'est audible? L'enregistreur phonique révèle que l'équipage a commencé à préparer l'atterrissage lorsqu'il était encore au-dessus de 8500 pieds.
Amsterdam, Turkish 1951, descendons à 7000, vitesse 250. Mais l'enregistreur a aussi capté une alarme qui ne s'explique pas à ce moment du vol. Un des enquêteurs de Boeing, qui était à la fois pilote et ingénieur, nous a aidés à exploiter l'enregistreur phonique. Il a écouté la bande pour repérer des sons inhabituels ou anormaux. Vitesse OK pour ILS 18 droite. Descendons à 4000, ILS 18 droite. L'alarme du système d'avertissement de configuration du train d'atterrissage continue de sonner. Mais le commandant persiste à l'ignorer. Turkish 1951, descendons à 4000, ILS 18 droite. C'est l'alarme de train. L'alarme de train à 8300 pieds? C'est un indice important. Mais les enquêteurs se demandent quelle signification lui donner. L'alarme a signalé au pilote qu'il fallait sortir le train d'atterrissage, alors que l'avion était encore à plusieurs milliers de pieds d'altitude. À la première écoute, on a entendu l'alarme de train. L'avion était encore en phase d'approche. Il était à 10 000 pieds et il descendait. Ensuite, les enquêteurs s'intéressent à l'enregistreur de paramètres. L'analyse de la vitesse du vent a été faite et il en ressort qu'aucune rafale n'a été suffisante pour faire tomber l'avion. Pas de micro-rafale. En revanche, l'enregistreur donne un aperçu intéressant sur l'origine du déclenchement de l'alarme de train. Selon un des instruments de mesure de l'altitude, l'avion était déjà au sol. En examinant les données du radioaltimètre, on a vu qu'il était passé instantanément de 8000 pieds à -8. -8, ça signifie que l'avion est au sol, sauf qu'il était encore en altitude. Le 737-800 est équipé de 2 altimètres. Le premier mesure la pression atmosphérique pour établir l'altitude de l'avion par rapport au niveau de la mer. Indication qui apparaît sur les écrans PFD des 2 pilotes. Le second, le radioaltimètre, se compose de 4 antennes. 2 d'entre elles envoient des signaux vers le bas et les 2 autres lisent les ondes qui reviennent pour déterminer la hauteur de l'avion par rapport au sol. C'est très précis. Les altimètres barométriques deviennent parfois un peu moins justes, mais les radioaltimètres sont précis à 100% s'ils fonctionnent correctement. Une des antennes transmet ces données au PFD de l'OPL, l'autre aux instruments du commandant. Et à bord de l'avion de Turkish Airlines, ceux-ci ont affiché des données fausses pendant l'essentiel du vol. L'enregistreur phonique livre un autre élément déconcertant. Amsterdam, Turkish 1951, descendons à 7000, vitesse 250. Radio-altimètre. Le commandant savait que l'alarme de train était déclenchée par un radioaltimètre défectueux. L'avion pensait être près du sol, train rentré. Le commandant s'est rendu compte que le problème venait du radioaltimètre qui indiquait qu'il était à terre. Et c'est pour ça qu'il a dit radioaltimètre. Pendant la majeure partie de l'approche, son radioaltimètre a affiché -8 pieds, ce qui déclenchait l'alarme de train. Et ça les gênait. Turkish 1951, descendez à 2000. 2000, 1951. En cherchant d'autres anomalies, les enquêteurs constatent que lorsque l'avion était encore à 17 km de l'aéroport, les contrôleurs lui ont fait faire un dernier virage pour l'aligner sur la piste. Turkish 1951, à gauche cap 210. Autorisé approche, 18 droite. Gauche 210, autorisé ILS, Turkish 1951. 210 entrée. Ce virage permet au Boeing de s'aligner sur la piste 18 droite. Elle est équipée d'un ILS, un système d'atterrissage de précision aux instruments, qui envoie un signal définissant le plan de descente idéal pour atteindre le seuil de piste.
Le pilote automatique suit ce plan jusqu'à ce que l'avion ne soit plus qu'à une dizaine de mètres du sol, moment où le pilote prend le relais. L'ILS est très facile à suivre, c'est un vrai jeu vidéo. En simulateur, ma fille a réussi à poser un 737 grâce à l'ILS. L'équipage se prépare pour l'atterrissage sans s'inquiéter de l'alarme déclenchée sans arrêt par le radioaltimètre défectueux. Volet à 15. À 10 km de l'aéroport, l'avion intercepte l'ILS qui va le guider jusqu'à la piste. Localizer actif. Localizer intercepté. Le pilote de sécurité rappelle au commandant le problème d'altimètre. Le radioaltimètre est en panne. Exact. Turkish 1951. Piste 18 droite. Autorisé à atterrir. Autorisé à atterrir, merci. L'équipage était au courant du problème, mais a continué son approche. Dans ce cas, comment le radioaltimètre a-t-il pu provoquer l'accident? À l'évidence, l'appareil n'était pas seul en cause. Le principe de la sécurité aérienne, de la conception des avions jusqu'au pilotage, repose sur le fait que, quelles que soient les défaillances, on peut arriver sain et sauf. Le radioaltimètre, n'étant qu'un instrument parmi d'autres, il est absolument impossible que sa seule panne provoque un accident. Les enquêteurs se demandent alors si l'équipage a été correctement guidé lors de l'approche. Ils s'intéressent donc aux échanges entre les pilotes et le contrôleur aérien. Ils analysent soigneusement chaque instruction. Turkish 1951. Descendez à 4000. Vitesse OK pour ILS. Piste 18 droite. Turkish 1951. Descendez à 2000. Turkish 1951. À gauche, cap 210. Autorisé approche, 18 droite. En suivant ces instructions, l'équipage a effectué son dernier virage bien trop près de la piste. Pour une bonne interception, il fallait être ici. Les directives internationales exigent que les avions interceptent le plan de guidage par en dessous, pour que les pilotes n'aient pas à corriger la trajectoire en dernière minute. Pour une interception ici, ils ont dû descendre. Le vol a reçu des instructions qui l'ont fait arriver au-dessus de l'entrée du plan de descente. Mais c'est une pratique courante à Schiphol pour faire venir les avions plus rapidement jusqu'à la piste. Comme ils étaient très près, les pilotes ont intercepté le plan par le dessus. Même si c'est une manœuvre inhabituelle, elle est tout à fait faisable si elle est gérée correctement. Approcher le plan par le dessus est plus difficile, car il faut ralentir subitement et descendre rapidement pour intercepter le signal. Certains pilotes aiment bien ce type d'approche, d'autres non, parce qu'elle est un peu plus difficile. Les choses se passent plus rapidement quand on est au-dessus du plan de descente et qu'on essaie de l'intercepter. Pour beaucoup de pilotes, c'est un défi. Ce type d'approche donne plus de travail aux équipages, mais elle est monnaie courante à Schiphol. Je me suis posé là-bas des dizaines de fois et je m'y attends. Si les instructions du contrôleur avaient mis sous pression cet équipage qui n'était alors qu'à 5 km de la piste, leur conversation l'aurait indiqué. 1000 pieds. Confirmé. Volet à 40. Aérofrein. Aérofrein armé, lumière verte. Une chose à la fois. Train. Train sorti, les 3 vertes. Volet. 40, lumière verte. 500. Feu allumé. Avertissez le PNC. PNC, asseyez-vous. Puis, l'avertisseur de décrochage se déclenche. La vitesse. Je prends les commandes. Vitesse 100 nœuds. Le commandant tente de récupérer la situation, mais à seulement 400 pieds au-dessus du sol et à 1500 mètres de la piste, le 737 chute soudainement. Quelques secondes plus tard, il s'abat sur le sol. Turkish 1951.
L'enregistrement jette une lumière nouvelle sur les dernières minutes du vol. L'équipage s'est préparé à atterrir bien trop tardivement. Volet. 40 lumières vertes. La plupart des compagnies aériennes exigent que tous les checklists aient été passés en revue avant que l'avion passe sous la barre des 1000 pieds. En condition de vol aux instruments, tout doit être fait avant le passage des 1000 pieds. L'avion doit être configuré et ralenti, la checklist avant atterrissage doit être finie et l'équipage doit avoir l'autorisation d'atterrir. En dessous de 1000 pieds, on surveille les instruments et on cherche la piste. Avertissez le PNC. Mais cet équipage était encore en train de passer la checklist en revue quand le problème s'est manifesté à 460 pieds du sol. L'approche n'était pas stabilisée. Et du coup, l'équipage a eu énormément de travail au moment de passer sous les 1000 pieds. Le radioaltimètre fonctionnait mal. Une alarme sonnait. L'approche était difficile et l'équipage était en retard sur une checklist. Mais tout ça n'explique toujours pas pourquoi le 737 s'est écrasé. On ne peut pas entrer dans la tête des pilotes. Et c'est pour ça que c'est un type d'accident très dur à résoudre. L'enregistreur de paramètres fournit cependant un indice intéressant. Quelques instants avant le drame, les réacteurs de l'avion étaient au ralenti et ne fournissaient donc presque aucune poussée. S'agit-il d'une réédition de l'accident d'Heathrow? Il est intéressant de noter que les moteurs sont restés sur ralenti pendant presque 2 minutes, à la toute fin du vol, avant que la poussée soit à nouveau augmentée. Pour nous, c'était un avertissement de taille. La question était de savoir pourquoi ça avait été le cas. Mais quelque chose distingue cet accident de celui d'Heathrow. Mode arrondi? Pour une raison inconnue, alors que l'avion était encore à plus de 1000 pieds, le calculateur de vol s'est préparé pour l'atterrissage. En mode arrondi, la puissance des moteurs est réduite au ralenti par le calculateur et le nez de l'avion se redresse automatiquement. Or, un avion ne doit se retrouver dans cette configuration que juste avant le toucher de roue. Le pilote automatique relève le nez de l'avion pour interrompre la descente. L'automanette passe sur ralenti et on se pose soit au ralenti, soit avec un peu de poussée. Mais l'avion s'est retrouvé dans cette configuration bien avant l'atterrissage, ce qui l'a conduit à voler de plus en plus lentement pendant la descente. Pourquoi était-il en mode atterrissage? Pourquoi aucun des 3 pilotes n'a-t-il remarqué la vitesse réduite à laquelle il volait? Qu'est-ce qui est arrivé quand les moteurs sont passés sur ralenti? Les ennuis semblent commencer avec la défaillance de l'altimètre. Il a fallu considérer le système dans son ensemble pour évaluer l'impact de ce -8 sur le reste de l'équipement de bord. Ça a été une des parties principales de l'enquête. Comprendre comment le pilote automatique avait utilisé cette donnée et surtout comment l'automanette l'avait exploitée. Le calculateur qui pilote l'avion se compose de 2 systèmes principaux, le pilote automatique et l'automanette. La seconde détermine la puissance des moteurs, tandis que le premier contrôle l'altitude et la direction. Ces 2 systèmes sont indépendants et un seul des 2 altimètres fournit ces renseignements à l'automanette. J'ai tout appris des radioaltimètres et de l'automanette, alors que je n'y connaissais rien. C'est alors que les enquêteurs établissent un lien entre le radioaltimètre défectueux et la puissance moteur. C'est le radioaltimètre qui fournit les renseignements à l'automanette côté commandant. L'altimètre relié à l'automanette, celui du commandant, affichait des données erronées. Il a indiqué -8 pieds pendant la majeure partie de l'approche. Comme il semble que cet appareil défectueux ait bien provoqué l'enchaînement d'événements qui ont conduit au drame, il faut comprendre ce qui lui est arrivé. Sur le 737, les antennes émettrices et réceptrices des 2 radioaltimètres sont alignées sous le fuselage. 3 des 4 antennes ont été entièrement détruites lors de l'accident et il est impossible de les tester.
Mais la dernière, celle justement qui alimentait le côté commandant, est intacte. Les enquêteurs envisagent deux possibilités, la défaillance d'un composant ou une interférence ayant provoqué une lecture erronée. Or, la seule antenne à avoir résisté fonctionne correctement. Les ordinateurs qui géraient le système marchent également, mais les techniciens constatent quelque chose de curieux. Ce n'est pas le matériel qui était à bord de l'avion au moment de sa livraison à Turkish Airlines en 2002. Cette découverte change l'orientation de l'enquête. La maintenance est un des aspects auxquels on s'est intéressé avec le plus d'attention. Le livret d'entretien du 737 révèle que le radioaltimètre avait provoqué des problèmes à répétition. On a reçu des données supplémentaires de la part de Turkish Airlines qui montraient qu'avec cet appareil, sur plus d'un millier de vols, 150 avaient pâti d'un problème de radioaltimètre. Ces documents indiquent qu'un peu plus d'un an avant le drame, les deux ordinateurs avaient été remplacés, des pilotes ayant signalé qu'ils affichaient des données erronées. Le radioaltimètre avait notamment une fois indiqué moins 8 pieds. Cela indiquait qu'il y avait un problème à ce niveau et qu'il ne concernait pas que ce vol. Les lectures erronées avaient persisté, alors que les mécaniciens avaient à plusieurs reprises interverti les ordinateurs et changé les antennes. La compagnie aérienne avait donc essayé plusieurs méthodes pour remédier au problème d'altimètre, mais sans succès. Au moment du drame, la flotte de Turkish Airlines comptait 52 Boeing 737-800. Page 93. Les problèmes de radioaltimètre revenaient dans le livret d'entretien de l'avion accidenté, mais aussi dans celui des autres appareils de la flotte. Au cours des 12 mois précédant le drame, la compagnie avait enregistré pas moins de 235 anomalies sur des radioaltimètres de ces 737. Les mécaniciens avaient procédé à la réparation et au remplacement des antennes, au nettoyage des systèmes, à l'interversion et au changement des ordinateurs et à l'installation de joints de protection en cas de fuites éventuelles. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Le personnel de maintenance de Turkish Airlines savait que le radioaltimètre représentait un des principaux problèmes en termes de réparation. 16 de ces réparations avaient été effectuées sur l'avion accidenté en février 2009. Si le problème était aussi généralisé, comment se fait-il qu'il n'ait pas provoqué d'incident avant le drame d'Amsterdam? Il n'y a pas à chercher bien loin pour constater qu'il en avait bel et bien provoqué, y compris sur cet avion. Lors de 2 vols récents, il a eu le même problème. 2 fois, au cours des 48 heures qui avaient précédé le crash, les radioaltimètres avaient affiché un chiffre négatif qui avait fait basculer l'avion en mode arrondi. Les 2 fois, l'équipage constatant le problème avait désengagé l'automanette pour atterrir en urgence en manuel. On débranche et on pilote. Dans les mois qui suivent l'accident, d'autres transporteurs signalent avoir eu les mêmes problèmes. En Australie, aux Pays-Bas, au Canada, en Autriche, des pilotes expliquent que leur 737 passait en mode arrondi lorsque le radioaltimètre de gauche affichait une lecture erronée. Chaque équipage a réagi de la même façon, en désengageant l'automanette et en remettant les gaz manuellement. Et tous se sont posés sans problème. Des choses tombent en panne à bord et généralement on est en mesure de savoir quoi et de s'arranger pour que ça ne menace pas l'atterrissage. En 2008, Boeing avait reçu pas moins de 2569 réclamations concernant des radioaltimètres défectueux équipant ces tout derniers 737. Mais l'anomalie n'avait qu'exceptionnellement conduit à un passage en mode arrondi. Presque jamais. L'avionneur avait été incapable d'identifier l'origine de la défaillance et avait conclu qu'elle ne représentait pas une menace pour la sécurité.
car le 737 émettait suffisamment d'alertes permettant à l'équipage d'intervenir et de se poser. Effectivement, à chaque fois qu'un radioaltimètre avait mal fonctionné, l'équipage avait repris le contrôle de la situation. Le vol 1951 semble être la triste exception à cette règle. Et les enquêteurs ignorent toujours pourquoi. On s'est demandé ce qui s'était passé. Et c'est là qu'on a étudié plus en détail les actions de l'équipage au moment de l'approche finale, c'est-à-dire en dessous de 1000 pieds. En analysant une nouvelle fois les dernières minutes du vol, les enquêteurs comprennent enfin les tenants et les aboutissants du drame. Ils décèlent un enchaînement d'événements qui se sont ligués contre cet avion. Que se passait-il quand l'avion est passé en mode arrondi? L'avion est passé en mode atterrissage et a réduit les gaz au pire moment, celui auquel l'équipage descendait pour intercepter le plan. Ça a masqué ce qui se passait. Au moment où les pilotes configurent l'avion pour intercepter le plan, ils s'attendent à ce que le 737 ralentisse, puisque ça fait partie de la manœuvre. Sauf que s'il décélère, c'est parce que le calculateur est passé en mode atterrissage. C'est pourquoi personne ne mentionne que l'automanette passe sur ralenti. C'était insidieux. Quand l'avion est passé en mode arrondi, ça n'a pas du tout dérangé les pilotes, parce que le 737 était trop haut. Ils volaient un peu vite, et eux voulaient réduire la puissance. En fait, l'automanette était peut-être déjà sur ralenti quand ils ont essayé de descendre et de freiner. Le problème commence à 8300 pieds, à 13 nautiques de l'aéroport, quelques minutes avant l'accident. Amsterdam, Turkish 1951, descendons à 7000, vitesse 250. Turkish 1951, descendez à 4000. Vitesse OK pour ILS, 18 droite. Radio-altimètre. L'équipage savait-il qu'à cause du radioaltimètre, l'avion allait se mettre en mode arrondi? Non. Même si le problème était récurrent, l'équipage ignorait le risque qu'il représentait. L'avion souffrait d'un tout petit défaut qui, si on n'y remédiait pas, pouvait s'étendre comme un cancer et devenir bien plus virulent. Et c'est ce qui s'est passé. Turkish 1951, descendez à 2000. 2000 pieds, 1951. Turkish 1951, à gauche cap 210. Autorisé approche, 18 droite. Gauche, 210. Autorisé ILS, Turkish 1951. À gauche, au 210, maintenu à 2000 pieds, et l'avion approche jusqu'ici, à 5 nautiques 5. Il doit maintenant intercepter le plan de descente par en dessus. À 2000 pieds, le plan étant en dessous d'eux, les pilotes doivent ralentir et descendre avec une forte pente. Vitesse 140. Ils supposent que l'automanette recule pour que l'avion intercepte le plan de descente. En fait, elle va faire ralentir le 737 jusqu'au décrochage parce qu'elle est passée en mode atterrissage. Pendant que les pilotes passaient en revue la checklist avant atterrissage, chacun d'eux s'occupait de quelque chose, alors qu'ils auraient dû surveiller la vitesse air. Pendant les 100 secondes qui suivent, personne ne remarque ce qui se passe, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Altitude 1000 pieds. Confirmé. Voler à 40. Vitesse sélectée. Le pilote chevronné se rend compte que son EPL est un peu en retard sur l'approche. Donc il annonce voler à 40. Il déplace la manette et il en informe le copilote. Il l'aide à rattraper son retard. Aérofrein. Aérofrein armé, lumière verte. Une chose à la fois. Train d'atterrissage. L'avion est alors à 215 mètres du sol. Train sorti, les 3 vertes. Volet. 40, lumière verte. Dans leur hâte à vouloir terminer la checklist, les 3 hommes ne remarquent pas que la vitesse se réduit dangereusement. Pour commencer, une barre rouge s'affiche. Puis, la vitesse continuant de diminuer, le contour de la fenêtre se met à clignoter pour attirer l'attention. Mais à ce stade, personne ne remarque rien. PNC prêt. L'avion est à 180 mètres.
Le changement de couleur de l'affichage signale aux pilotes qu'ils approchent des limites de l'avion. Altitude d'approche interrompue entrée. 500. Toutes les indications sont sous le nez des pilotes et elles montrent que l'avion ralentit. Mais eux continuent de passer en revue la checklist. L'avion, lui, s'approche du sol. Il en est à 150 mètres. Juste avant que le manche ne se mette à vibrer, le commandant dit au pilote de sécurité « Avertissez le PNC. » PNC, asseyez-vous. La vitesse, commandant. Je prends les commandes. Quand les gaz sont remis à pleine puissance, c'est trop tard. L'avion est trop bas pour avoir le temps de remonter. Et voilà, c'est trop tard pour sauver l'avion. Ils étaient au courant du problème d'altimètre, mais ça n'a pas suffi. Boeing non plus n'avait pas anticipé les effets dévastateurs que ce défaut pouvait occasionner. Et le 25 février 2009, il a déclenché une cascade d'événements qui ont coûté la vie à 9 personnes. Le rapport néerlandais impute l'accident à une convergence de circonstances. Il n'y a jamais qu'une cause expliquant un accident. Peut-être qu'un jour, Dieu frappera un avion en plein ciel, mais d'ici là, il n'y aura jamais qu'une cause. Le rapport stipule également que l'avionneur aurait dû comprendre que le défaut du radioaltimètre pouvait avoir un impact sur la sécurité. Personne n'ayant pressenti qu'une telle anomalie pouvait provoquer un accident, le drame de Turkish Airlines soulève une question grave. Les avions ne seraient-ils pas en passe de devenir trop complexes ? Les enquêteurs concluent que le vol 1951 s'est écrasé parce que l'équipage a mal évalué les conséquences des alertes reçues. Turkish 1951, descendez à 4000. Mais ce n'est pas le premier à être victime de ce genre de problème. Le problème, ce n'est pas l'automatisation, mais la formation et la capacité de l'homme à corriger les erreurs commises en utilisant l'automatisation. Mika Hensley étudie la relation pilote-matériel. On n'a pas encore conçu de système automatisé permettant d'exploiter au mieux ce que fait l'homme et de supprimer ce qu'il fait mal. En 1996, un 757 s'était écrasé parce que les pilotes n'avaient pas pu interpréter des alertes contradictoires concernant l'altitude et la vitesse. L'avion s'était abîmé dans le Pacifique, tuant 61 passagers et 9 membres d'équipage. En 1995, le système de gestion de vol d'un autre Boeing 757 pouvait et aurait dû permettre un atterrissage en toute sécurité en Colombie. Mais lors d'un changement de dernière minute du plan de vol, une erreur de saisie avait conduit l'appareil contre le flanc d'une montagne. 159 personnes avaient trouvé la mort. Aujourd'hui, on peut fournir un matériel si sophistiqué qu'on ne peut parfois plus dialoguer avec lui de manière efficace. Et s'il a un problème ou s'il est mal programmé, les pilotes mettent leur vie et celle de leurs passagers en danger en essayant de le régler. La NASA travaille sur un poste de pilotage intelligent dont le but est d'aider l'homme à mieux utiliser la technologie qui l'entoure. La NASA étudie des manuels de vol automatisés, des systèmes de reconnaissance vocale, des microphones sous forme de puces informatiques osseuses, des écrans d'affichage pour comprendre l'environnement terrestre, des appareils de détection d'aéronefs. Selon certains chercheurs, la meilleure technologie ne doit pas supplanter mais aider les pilotes. Intégrer l'homme et la technologie plus efficacement passe par une conception d'écran permettant de comprendre réellement ce qui se passe et plus simple à utiliser. On ne devrait pas avoir besoin d'appuyer sur 16 boutons dans 8 menus pour comprendre ce qui se passe. Il faudrait présenter les choses de manière à ce que la communication soit aussi facile qu'avec l'individu assis à côté. Boeing et Airbus, les deux plus grands fabricants d'avions de ligne du monde, ont adopté des démarches radicalement différentes. Le consortium européen a choisi de confier au calculateur l'essentiel du pouvoir décisionnaire.
Pour Airbus, empêcher les erreurs humaines consiste à s'assurer que l'avion ne fera pas quelque chose qui puisse provoquer un accident, même si l'homme le lui demande. La philosophie de l'avionneur américain consiste à confier renseignements et décisions aux pilotes. Avoir plus de renseignements, c'est mieux pour les pilotes. Les inclure dans l'équation, si on peut dire, c'est quelque chose qui me plaît. Airbus répète à l'envi que c'est une conception archaïque et erronée. Mais je crois que le débat reste ouvert. Le rapport impute en partie la tragédie de Turkish Airlines à une défaillance technologique. Les données erronées du radioaltimètre ont fait passer l'automanette dans un mode indésirable, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. La cause de la défaillance du radioaltimètre n'a jamais été déterminée et Boeing a été sommé d'améliorer sa fiabilité. On a appris beaucoup de choses sur le radioaltimètre et sur les effets qu'il exerce sur l'automanette. Boeing travaille en ce moment même sur des améliorations de ce système qui devraient empêcher que ce genre de problème ne se reproduise. Mais le rapport incrimine aussi les pilotes qui n'ont pas remarqué que la vitesse baissait dangereusement. Ils étaient pourtant 3 à bord. Oubliez que vous avez une automanette. Vérifiez votre vitesse et votre altitude, regardez par la fenêtre s'il le faut. Mais la vitesse est un des éléments clés de la préservation de l'intégrité d'un avion. Et il faut la connaître en permanence. Mais pour Micah Hensley, l'incapacité à surveiller les instruments tient peut-être plus à la machine qu'à l'homme. Les gens ont beaucoup de mal à surveiller un système automatisé. L'être humain n'est vraiment pas doué pour la surveillance. Il est très talentueux pour prendre des décisions en un clin d'œil et pour trouver des solutions créatives à des problèmes. Mais la surveillance répétitive, ça n'est pas son fort. Donc, il faut concevoir des systèmes automatisés qui incluent les gens de manière à ce qu'ils soient plus actifs, plus sollicités sur le plan intellectuel. Il ne faut pas qu'ils aient juste à se demander si tel système fait ce qu'on attend de lui. Qui est l'ordinateur par excellence? Le pilote qui peut se dire « Je ne sais pas ce que ce truc fait, mais je dois l'empêcher de piloter ». Piloter votre avion, c'est sûrement la chose la plus intelligente à enseigner. Commencez par ça, sinon tout le reste ne servira à rien.